Madame, Monsieur, bienvenue à Digital Info. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce magazine consacré à la découverte des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique au Burkina. À ce numéro, nous allons nous employer à vous faire mieux connaître le concept zéro papier, une démarche conçue pour faciliter la gestion des procédures administratives. Gros plan sur le concept zéro papier. Question de comprendre revient ici sur ce processus de transformation numérique. Il vise à réduire ou à éliminer complètement l'utilisation du papier dans les processus métiers en faveur de la numérisation et de la gestion électronique des documents. Voyons plus en détail ce en quoi il consiste. Initiative zéro papier dans l'administration publique au Burkina Faso. À l'horizon 2030, le gouvernement souhaite réduire drastiquement l'usage du papier dans l'administration grâce à la transition digitale en marche au Burkina Faso. L'administration hier et aujourd'hui. Ce sont des actes et documents importants du citoyen qui sont traités manuellement avec tous les risques. Des fonctionnaires submergés dans leur environnement de travail. Des archives difficilement exploitables et bien trop souvent de gâchis. Sans oublier les longues files d'attente. L'administration aujourd'hui et demain. C'est celle qui repose sur le digital pour interagir avec le citoyen, stocker l'information, traiter les documents, diffuser, notifier et archiver. Le fonctionnaire travaille dans un meilleur cadre avec de meilleurs outils. Le citoyen a accès aux services en ligne. Toutes les administrations voient leur performance s'améliorer. Tout ceci grâce à la dématérialisation des procédures administratives dans toutes les administrations publiques au Burkina Faso. Le gouvernement donne l'exemple avec le e-Conseil des ministres. À gauche, nous observons une pléthore de papiers, donc une gestion difficile des archives, amendements et une déficience. Avec la digitalisation, nous avons des ordinateurs en lieu et place du papier, ce qui corrobore une meilleure sécurité et conservation des informations. Qui dit dématérialisation dit zéro papier. De nouvelles fonctionnalités ont vu le jour grâce à ce processus. Mais où en est-on aujourd'hui avec cette transition vers le zéro papier au sein de l'administration publique? Nous le saurons tout de suite avec l'invité du jour. La rubrique invité du jour de ce 10e numéro de Digital Info déroule le tapis rouge au secrétariat permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance. Et pour ce faire, nous recevons M. Ablassé Ouedraogo, chef de département du développement de l'administration électronique. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, regardons ce reportage. La dématérialisation s'impose aujourd'hui comme l'un des piliers majeurs de la modernisation de l'administration publique burkinabé. À travers la plateforme e-Conseil des ministres,
C'est toute une dynamique de transformation numérique qui s'opère au cœur de l'appareil d'État. Le digital améliore toujours les conditions de travail. Ça offre en tout cas un niveau de confidentialité très élevé. Par exemple, si moi je vais sur la plateforme tout de suite, je télécharge un rapport en conseil des ministres d'un ministère donné, mon nom s'affiche sur les pages. Alors qu'avant, quand ça venait physiquement, alors vous photocopiez et ça peut se retrouver partout sans qu'on ne sache d'où c'est parti. Au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, la dynamique zéro papier illustre à quel point la digitalisation devient un levier de simplification et d'équité. Je peux dire que ce processus a apporté déjà une visibilité pour le ministère. Ensuite, justement, nous avons eu des gains de productivité, alors la réduction des coûts, voilà, et aussi un impact écologique. Voilà, vous savez, le papier aussi, si on arrive à réduire au maximum l'utilisation du papier, voilà, c'est déjà bien pour l'écologie. Et aussi pour la sécurité des données, voilà, qui seront stockées. Grâce à la plateforme e-Conseil, l'ensemble du processus, de la programmation de l'ordre du jour à l'étude des dossiers avec les experts, se fait désormais sans aucun recours au papier. D'abord, pour la phase programmation, une fois que les sectoriels ont transmis les dossiers au SGG pour programmation à une des sessions du Conseil, les chargés de mission et le directeur de cabinet, on se retrouve à une séance de travail pour d'abord filtrer les dossiers. Le filtrage consiste à quoi? Savoir d'abord si le dossier, c'est un dossier qui est mûr pour être programmé en conseil. La plus-value de ce processus e-conseil, c'est à deux niveaux pour nous. D'abord, il y a un gain en termes de ressources. Gain en termes de ressources parce que il n'y a plus de production papier. Et le deuxième niveau, c'est qu'on n'a plus aussi besoin de mobiliser des ressources. La réussite de cette transformation ne se mesure pas uniquement à l'aune des outils technologiques adoptés. La dématérialisation consiste à transformer ce traitement-là pour qu'il se fasse entièrement sans utiliser de papier. L'usager peut utiliser une application sur son téléphone ou aller sur une plateforme où il remplit un formulaire qu'il transmet avec un clic. Il fait le paiement directement avec les solutions de paiement électronique. Au niveau de l'administration publique, ils reçoivent le dossier, ils le traitent entièrement en ligne et à la fin, le résultat qui est généré est renvoyé automatiquement à l'usager, voilà, à travers son téléphone ou bien soit par WhatsApp ou bien dans son adresse mail pour qu'il puisse en fait utiliser ce résultat-là. La plateforme e-Conseil des ministres est pilotée par l'Agence nationale de promotion des TIC, ANPTIC. Dans sa globalité, il faut dire que le e-Conseil des ministres permet à chaque ministère de pouvoir en fait soumettre leur dossier en Conseil des ministres par voie électronique au secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres. La plateforme permet également au secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres de faire tous les traitements qu'il faut à leur niveau et jusqu'à la programmation d'une session de Conseil des ministres. Ensuite, cette plateforme permet de tenir un Conseil des ministres intégralement sur des machines à travers des ordinateurs pour éviter que les membres du gouvernement puissent trimballer en fait des papiers. ICM permet également de suivre les dossiers après le Conseil. La dématérialisation ouvre des perspectives inédites, mais c'est l'engagement humain, l'esprit d'innovation et la volonté de servir qui feront la différence dans la construction d'une administration véritablement moderne, inclusive et au service de tous. Après avoir suivi ce reportage sur le zéro papier, quelle est votre première réaction? J'ai une impression positive par rapport à ce reportage. Ça montre à quel point l'application e-Conseil des ministres a pu impacter
à notre transition vers le zéro papier. Ça minimise l'exploitation du papier. Donc, mes félicitations aux acteurs pour ce projet. Comment qualifierez-vous aujourd'hui l'utilisation du papier dans l'administration? Il faut dire que malgré nos efforts en matière de dématérialisation de nos procédures administratives, notre administration reste quand même consommatrice en grande partie de papier. Parlant de modernisation, la modernisation de l'administration passe-t-elle forcément par le zéro papier? Que met en œuvre votre secrétariat permanent pour y arriver? Il faut dire que le rôle du SPMABG, c'est le secrétariat permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance. Comme son nom l'indique, c'est de veiller à la modernisation des services publics à travers les réformes institutionnelles, mais aussi à travers l'introduction des produits digitaux dans le quotidien des agents publics. Donc en cela, nous procédons à la dématérialisation des procédures administratives avec le leadership, bien sûr, du ministère chargé de la transition digitale. Et qui dit dématérialisation, dit forcément zéro papier. Voici le lien fort entre ces deux concepts-là. Comment qualifierez-vous aujourd'hui l'utilisation du papier dans l'administration? Donc, il faut dire que l'utilisation du papier dans l'administration, malgré nos efforts, reste quand même élevée. Donc cela est dû aux habitudes de nos citoyens, de nos fonctionnaires au sein de l'administration. Donc il faut qu'on travaille à changer les mentalités. Vous savez que pour des fonctionnaires d'un certain âge, rien que pour lire ou bien amender un document, ils procèdent à l'impression. Au fil des années, nos méthodes de travail se sont transformées avec la mise en place de nouveaux outils numériques et paradoxalement, notre consommation de papier n'a guère faibli. Et comment expliquez-vous cela? Il faut numériser nos archives, voilà, parce que nos applications auront besoin d'exploiter le contenu de ces archives-là. Et si ce n'est pas disponible, on sera obligé d'utiliser du papier physique. Donc il faut archiver, mais de façon intelligente. Il faut utiliser des technologies innovantes pour rendre ces documents plus exploitables, qu'on puisse interroger le contenu de ces documents-là. Le projet e-Conseil des ministres a longtemps été annoncé et octobre 2023 marque un tournant décisif dans sa mise en œuvre. De nombreux défis ont été relevés et le modèle choisi permet aujourd'hui une meilleure préparation des rencontres hebdomadaires, un gain en temps, en efficacité, en confidentialité, tout en réduisant la consommation du papier. On en sait plus dans Zoom sur. Madame la ministre, pourriez-vous nous présenter la vision qui a guidé la mise en place du e-Conseil des ministres et les étapes clés de sa concrétisation depuis son lancement? Merci. La mise en place du e-Conseil des ministres s'inscrit dans la vision des plus hautes autorités de tirer le meilleur parti du numérique pour moderniser notre administration. Il faut dire que l'exploitation effective de cette plateforme depuis maintenant plus d'une année permet au gouvernement lui-même de donner un bel exemple dans le processus de transformation qui est en cours dans notre administration. La plateforme e-Conseil des ministres a été pensée depuis 2012 avec pour objectif de pouvoir dématérialiser la préparation et la tenue des conseils de ministres et de pouvoir également suivre les décisions qui sont prises lors des sessions. Le but principal est resté le même au cours de toutes ces années-là, c'est de pouvoir renforcer l'efficacité de l'action gouvernementale, pouvoir également réduire drastiquement l'usage du papier, garantir la confidentialité des données et améliorer la communication au sein du gouvernement. En mars 2014 déjà, on déployait une première version de ce e-Conseil des ministres développé par un privé national. Entre 1999 et 2022, nous avons à différentes reprises déployé une seconde version de cette plateforme. Ce n'est qu'en 2023 que le changement décisif s'est opéré avec une volonté ferme des autorités de la transition d'aller vers une modernisation du processus et également une approche endogène que nous avons adoptée afin de repenser la gouvernance même
de mise en œuvre de ce projet-là. Nous avons donc décidé d'aller vers une solution légère qui soit portée par les équipes techniques de l'administration avec l'accompagnement d'un privé. Le 18 octobre 2023, c'est la date de démarrage de l'exploitation effective de la plateforme e-Conseil des ministres, qui est depuis lors la plateforme qui nous permet de gérer les conseils des ministres. C'est une date, on va dire, qui marque un tournant décisif dans cette marche de notre administration vers une administration plus moderne et électronique. Ce processus, ou disons le succès de ce processus, nous a renforcés dans notre conviction quant au modèle choisi, c'est-à-dire co-construire nos plateformes avec le privé, mais s'assurer que l'administration garde toute la souveraineté, toute la maîtrise de la plateforme pour une exploitation effective et pérenne. Parce que depuis lors, ce sont des ingénieurs de l'administration qui administrent et maintiennent cette plateforme-là sous le leadership du SGGCM et avec l'accompagnement technique de l'ANPTIC. Cette expérience de mise en place de cette plateforme importante nous permet de dire qu'avec la volonté politique, l'engagement de l'expertise nationale et également une gouvernance claire, nous pouvons réaliser des projets de dématérialisation ambitieux et ce même dans un contexte de ressources limitées. Et quels ont été les principaux défis techniques et organisationnels rencontrés lors de l'implémentation de cette plateforme et comment ont-ils été surmontés? Il faut dire que la mise en place de la plateforme e-Conseil de ministres est le résultat de nombreux défis relevés et desquels nous avons appris pas mal de leçons. Je vais peut-être citer quelques leçons majeures que nous avons apprises. Premièrement, c'est l'importance d'éviter la dépendance technique. Donc, il nous faut co-construire avec le privé, comme je le disais, mais s'assurer d'avoir la maîtrise pleine de la plateforme qui est mise en place afin de pouvoir réussir sa mise en exploitation et sa maintenance. La deuxième leçon, c'est de pouvoir avoir une gouvernance claire dans la mise en place du projet. Dans le cas du Conseil des ministres, on n'avait pas ce schéma de rôle et de responsabilité clair. Ce que nous avons fait, c'est de pouvoir justement mettre en place cette gouvernance-là en identifiant le SGGCM comme le porteur métier exclusif, en identifiant la NPTIC comme l'opérateur technique qui accompagne à la mise en place de la plateforme sous la supervision stratégique du ministère en charge de la transition digitale. La troisième leçon que j'aimerais souligner ici, c'est le haut portage. Nous avons eu la chance d'avoir l'appui de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré lui-même, qui a donné des orientations fermes pour la mise en place de cette plateforme. Et en son temps, l'actuel ministre en charge de l'éducation était le SGGCM. Et avec lui, nous avons formé un binôme engagé pour la réussite de ce projet. Quand nous sommes arrivés au secrétariat général du gouvernement, c'était de demander de nous faire la situation des dossiers qui sont passés en Conseil des ministres. Nous avons été surpris désagréablement de savoir qu'il n'y a pas de base de données qui puisse nous sortir donc ces statistiques. Deuxième observation ou deuxième motivation, c'était le volume du travail et la pression du travail gouvernemental pour organiser les conseils des ministres. Vous savez, quand nous sommes arrivés au MOU, c'était donc le papier. Pour chaque dossier, on avait besoin de 70 copies que les ministères donc devraient reproduire, envoyer. Et le mercredi après le conseil, dès que je revenais au bureau, déjà le service chargé donc de la programmation donc de l'ordre du jour du conseil était déjà à mon secrétariat, ils attendaient. Il fallait qu'on regarde déjà les dossiers qui vont être programmés. Et dès jeudi, il faut prendre les 70 copies, appeler là où ça ne vaut pas pour compléter. Il faut déjà commencer à les dispatcher. Il faut chercher les chemises à sangle. Il faut réunir dans chaque chemise à sangle chaque dossier dans une sous-chemise. Donc depuis jeudi, il faut commencer déjà ce travail de fond Alors vendredi, il fallait terminer
pour que les dossiers soient renvoyés dans les ministères, parce qu'il fallait que les directeurs donc, de cabinet puissent donc, distribuer et dispatcher donc, ces dossiers pour les conseillers techniques et les chargés de mission pour naturellement donc, commencer l'étude. Parfois jusqu'à vendredi 17h, 19h, on est toujours calé pour savoir est-ce que tous les dossiers sont partis ou c'est pas parti. Et j'ai des collègues qui m'appellent « Ah, LGG, nous n'avons pas encore reçu le dossier du conseil donc, de mercredi. Est-ce qu'il y a conseil ou il n'y a pas conseil ?» Donc vraiment, c'était extrêmement lourd comme travail à gérer. Et la troisième motivation qu'il faut dire, c'est la vision éclairée du chef de l'État. Quand nous sommes arrivés, mon collègue, Madame la ministre en charge de la transition digitale et moi-même, régulièrement le chef de l'État nous mettait la pression, où on en est avec ça. Donc ça, c'est une troisième motivation pour nous, véritablement d'aller vers cette dématérialisation. Et c'était un défi énorme. Nous avons les dossiers qui nous parviennent en version électronique. Nous les chargeons sur la plateforme e-conseil, après avoir vérifié que le dossier est complet. Et en un clic, tous les ministres ont accès aux différents dossiers inscrits à l'ordre du jour du Conseil des ministres. Ça facilite la délibération, bien sûr, parce que, vous voyez, quand ce sont des dossiers physiques, je prends juste un dossier est constitué du rapport en Conseil des ministres, des comptes rendus des réunions, du projet de décret, par exemple, de loi et de beaucoup d'autres éléments comme ça. Donc, pour pouvoir analyser, il faut partir d'un document à un autre. Vous imaginez, ce sont des dossiers physiques. Il faut prendre ça, la feuilleter, déposer, repartir prendre tel autre dossier, feuilleter. Alors qu'en version électronique, il a tous les éléments du dossier qu'il peut parcourir d'un dossier à un autre. Ça permet de mieux appréhender le dossier et de donner une décision éclairée. Donc, à coup sûr, le e-conseil permet une qualité dans les délibérations, mais aussi l'efficacité dans le travail gouvernemental, parce que vous imaginez un ordre du jour constitué de 10 dossiers par exemple. Chaque dossier a 10 éléments. Donc vous allez voir poser sur la table du ministre en conseil des ministres une centaine de dossiers physiques. Même s'il dépose certains dossiers sous la table, ce n'est pas facile de travailler dans ces conditions-là. Alors qu'avec sa tablette, avec son ordinateur, il a tous les dossiers. Et lorsque une question est abordée, en un clic, il peut aller à la partie et ça permet d'accélérer le processus d'analyse et de délibération en Conseil des ministres. J'aimerais mentionner une autre leçon qui est l'une des plus importantes dans tout processus de dématérialisation, c'est de mettre les utilisateurs au cœur du processus, être attentif à leurs besoins, les former pour qu'ils puissent justement réussir le changement et exploiter efficacement le nouveau dispositif qui est mis en place. Une préoccupation qui revenait de façon récurrente, c'était la sécurité des données lorsque nous allions basculer sur la plateforme. Nous avons donc pu démontrer aux usagers qu'avec les mesures qui allaient être mises en œuvre et les mécanismes que nous allions utiliser, la plateforme allait offrir plus de sécurité que le système manuel. Et je pense qu'ils ont pu eux-mêmes s'en rendre compte durant l'exploitation qu'aujourd'hui, avec le mécanisme de filigrane et de QR code qui est utilisé pour pouvoir identifier les auteurs de partage illégal d'informations du Conseil des ministres, cela a mis fin à une pratique malsaine qui avait cours dans notre administration de voir les dossiers du Conseil avant même le Conseil des ministres. Notre chance, c'est d'avoir voulu effectivement que ce processus soit d'abord interne. Les informaticiens maison des deux ministères se sont réunis et nous leur avons dit voilà ce que nous voulons. Aujourd'hui, c'est un acquis extraordinaire. Aucun ministre aujourd'hui n'aimerait retourner donc au processus papier parce que nous-mêmes, ça nous facilite tellement la vie. De mon point de vue, c'est d'abord l'internalisation du processus par nos informaticiens maison. La facilité de prendre en compte les aménagements en son temps, les propositions de correction en son temps, qui ont permis naturellement de prendre en compte les besoins des collègues et ainsi de suite, le processus a pris. Vous savez que les dossiers, quand ça vient en version électronique, c'est scanné. Des fois, quand le scannage n'est pas de bonne qualité, ça veut dire qu'il y a des dossiers qui ne seront pas exploitables. Donc c'est d'inviter les différents ministères à s'assurer de la bonne qualité des dossiers qui sont scannés pour que
pour faciliter la tâche dans l'exploitation. Et également faire parvenir les dossiers à temps, parce que c'est de ça aussi que dépend l'arrêt rapide de l'ordre du jour pour le Conseil des ministres. Notre feuille de route pour pouvoir mettre en œuvre cette initiative et la réussir s'articule autour de plusieurs chantiers structurants. Je vais juste en citer quelques-uns. Premièrement, c'est la poursuite de l'accélération de la dématérialisation des procédures au sein de l'administration, comme vous le savez depuis maintenant près de 2 ans. Le deuxième chantier, c'est de mettre en place la signature électronique d'ici la fin du premier semestre 2025. Le troisième chantier, c'est celui de poursuivre avec la réhabilitation et l'extension du RESINA, qui reste une infrastructure clé pour la réussite de cette dématérialisation. Et enfin, nous avons la mise en œuvre efficace du projet d'accélération de la transformation digitale du Burkina Faso, le pacte digital, qui a été mis en vigueur depuis la fin de l'année dernière. Dans l'univers du numérique, il est toujours recommandé de naviguer en ligne avec précaution et discernement, chaque clic pouvant potentiellement mener à une supercherie, c'est-à-dire un faux lien. Comment détecter un lien qui semble légitime, mais qui redirige en fait vers un site malicieux ou malveillant? Réponse. Comment identifier un faux lien? On a toujours dit de faire très attention sur les liens que vous cliquez. Mais les gens se posent la question, comment savoir que le lien, c'est un lien piégé? Il faut savoir que le lien qu'on vous envoie toujours est accompagné d'un message, d'un mail ou d'un message qui vous incite à mener une action. Alors, supposez qu'on vous envoie un mail où le lien est composé, c'est-à-dire https://monentreprise.com/connexion. Il faut savoir que un lien normal est toujours composé de 2 parties. Vous avez la première partie HTTPS là, qui est le protocole de communication sécurisé. Et après, vous avez monentreprise.com. Monentreprise.com, c'est le nom du domaine, c'est-à-dire le nom du site web. Avant le slash, vous avez le nom du domaine. D'accord? Voilà un exemple. Vous avez 3 liens ici. À supposer que le premier lien, c'est pour aller sur le site Google. C'est un bon lien parce que google.com se trouve avant le premier slash. Le deuxième lien, c'est un lien qui vous dirige sur monentreprise.com, sur un site web, monentreprise.com. C'est un bon lien parce que monentreprise.com se trouve avant le premier slash. OK? Et malgré que le protocole n'a pas le S, ça veut dire simplement que la communication entre votre navigateur et ce site web n'est pas chiffrée. C'est tout. Mais le lien, c'est un bon lien. Le troisième lien veut dire que ce lien n'est pas le bon lien. Ça veut dire que le lien est piégé. Si vous remarquez, sitephishing.com avant le premier slash n'est pas le site web, ce n'est pas le site web monentreprise.com. Parce que monentreprise.com se trouve après le premier slash. Donc, on retient qu'on doit considérer le premier nom de domaine qui se trouve avant le premier slash. C'est ça qui indique où vous allez vous diriger si vous cliquez sur ce lien. Madame, Monsieur, Digital Info s'arrête là pour aujourd'hui. Rendez-vous est pris très bientôt pour de nouvelles informations sur l'évolution de l'univers du numérique au Burkina. En attendant, nous vous souhaitons de passer de très bons moments en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.